Et je voudrais tout particulièrement remercier les membres du jury, donc ma directrice de thèse, Anna Mila, Madame Véronique Guérard, Monsieur Fabien Corbière et le membre invité, donc Monsieur Alexandre Balzer, président de la Société Centrale Canine, qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui, mais qui est en visio. Donc, mon étude portait sur l'étude des doubles saillies chez les chiens de pure race en France, en collaboration avec la Société Centrale Canine. Dans un premier temps, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est donc les doubles saillies, dans quel contexte s'inscrivent les doubles saillies. Puis dans une première partie, nous verrons la première étude que nous avons réalisée, qui est une analyse des doubles saillies recensées au sein de la Société Centrale Canine entre 2020 et 2023. Et dans une deuxième partie, nous étudierons le questionnaire que nous avons établi à destination des éleveurs, deuxième étude que nous avons menée parallèlement à la première. Ensuite, nous discuterons et nous conclurons sur les résultats. Donc, la Société Centrale Canine, ou SCC, elle est chargée de la gestion des livres généalogiques en France. C'est ce qu'on a tous entendu parler comme le LOF. Donc, en fait, elle est chargée de l'enregistrement de tous les reproducteurs canins donc, en France et de toutes les portées qui vont être issues de ces reproducteurs. Au total, on recense 356 races. Ce sont des populations qui sont relativement homogènes sur le plan morphologique et comportemental, qui sont relativement suivies et sélectionnées également. La sélection raciale qui s'effectue au sein des races va favoriser en fait des types spécialisés, voire des hypertypes, et entraîner une réduction de la variabilité génétique intraraciale, une élévation de la consanguinité et par conséquent une augmentation des affections héréditaires. Il faut savoir que les éleveurs ils sont assez soucieux de la santé de leur race, et donc l'enjeu actuel, c'est vraiment de maintenir la diversité génétique au sein de toutes ces races-là. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que s'inscrit la double saillie. La double saillie, c'est quoi? C'est lorsqu'on met à la reproduction une chienne avec deux étalons lors du même cycle œustral. Donc ça, c'est possible puisque la chienne est une espèce donc polyovulante, puisqu'elle va ovuler plusieurs ovocytes. La double saillie, elle est autorisée en France depuis le 1er janvier 2020. Alors, il faut savoir qu'elle est autorisée dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, depuis 20 ans. Mais c'est que depuis 4 ans maintenant qu'elle est autorisée en France. Et donc, elle a pour but de maintenir la diversité génétique. C'est aussi un nouvel outil de sélection génétique pour les éleveurs. Et c'est aussi un premier pas vers une meilleure traçabilité génétique des géniteurs d'une portée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2020, on n'avait aucune identification génétique qui était faite sur les chiots et les géniteurs. Donc, on se basait seulement sur la véracité des déclarations faites par les éleveurs pour retracer les pédigrés. La double saillie, c'est aussi un moyen d'optimiser la taille d'une portée. On peut se poser en combinant donc un mâle qui va être un peu moins fertile avec un mâle dont la fertilité est un peu meilleure. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que va s'inscrire la double saillie. Et concrètement, comment ça se passe? Les éleveurs vont réaliser la saillie, vont avoir 2 mois pour faire la déclaration à la Société Centrale Canine. Ensuite, lors de la naissance, ils vont devoir déclarer le nombre de mâles et le nombre de femelles qu'ils ont obtenus. Et puis, ils vont faire donc des identifications génétiques pour savoir en fait de quel étalon sont issus chaque chiot. Et une fois donc les géniteurs connus, ils vont pouvoir faire l'inscription de portée au LOF. Et la confirmation donc des chiots au LOF aura lieu aux alentours de 12 à 15 mois selon les races. Et c'est pour permettre de s'assurer que chaque chien répond bien aux standards de la race. C'est réalisé devant des experts. Donc, dans cette première partie, je vais vous parler de l'analyse rétrospective que j'ai faite des doubles saillies entre 2020 et 2023. Donc, l'objectif de la double saillie, comme je vous l'ai dit, c'est aussi d'optimiser la taille de la portée d'une chienne en créant des combinaisons de géniteurs. Et donc là, c'est un outil qui peut être assez intéressant pour l'élevage canin. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de travailler sur la prolificité, c'est-à-dire le nombre de chiots nés au sein des races canines. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était de comparer la prolificité des saillies doubles, donc lorsqu'une chienne est mise à la reproduction avec 2 étalons, par rapport à la prolificité des saillies simples lorsqu'elle est mise à la reproduction avec un seul étalon. Donc pour cela, on avait comme support une base de données qui a été construite à partir de toutes les déclarations réalisées entre 2020 et 2023. Donc déclaration de saillie, déclaration de naissance, inscription de portée. Donc là, je vous ai mis le formulaire d'une inscription de portée où on voit qu'on a différentes informations sur la chienne, l'étalon, la date de saillie. Et donc, on a pu recenser toutes les saillies doubles et les portées inscrites entre 2020 et 2023, et également les saillies simples que ces mêmes chiennes avaient eues au cours de leur vie, pour pouvoir comparer donc les saillies simples aux saillies doubles pour ces mêmes chiennes. Donc pour cela, on avait à disposition plusieurs paramètres. Pour chaque lisse, donc quand je dis lisse, c'est des chiennes reproductrices, on avait sa provenance, donc son numéro d'élevage, son âge, sa parité, son coefficient de consanguinité, son format racial. On avait également des informations sur l'étalon ou les étalons avec lesquels elle était mise à la reproduction. Donc pareil, la provenance, l'âge, le coefficient de consanguinité. Le type de saillie, est-ce que c'était une saillie simple, est-ce que c'était une saillie double? La date de saillie, la date de mise bas, le nombre de chiots nés,
le nombre de chiots issus de chaque géniteur et finalement le nombre de chiots que l'éleveur allait inscrire au LOF. Pour notre étude, comme je vous ai dit qu'on allait parler de la prolificité, le paramètre le plus important, c'était le nombre de chiots nés par portée. Mais après discussion avec le service informatique de la Société centrale canine, il s'est avéré que cette donnée n'était pas vraiment fiable parce qu'on avait eu des soucis au niveau de l'informatique. Et donc, on n'a pas pu se baser sur le nombre de chiots nés. Donc, on s'est basé sur le nombre de chiots inscrits au LOF par portée. Donc, en fait, c'était une prolificité déclarée. Donc, avec tout cela, on a réalisé un modèle statistique linéaire mixte généralisé. Donc, le but, en fait, c'était d'étudier l'influence du type de saillie sur le nombre de chiots finalement déclarés. Et comme il y a sûrement d'autres paramètres qui pouvaient intervenir dans cette relation, on a créé plusieurs modèles où à chaque fois, on a fait intervenir donc un paramètre, donc la provenance de la chienne, l'âge de la chienne, ou la provenance de l'étalon, l'âge de l'étalon. Et on a comparé tous ces modèles et le modèle le plus adapté s'est avéré celui qui prenait en compte seulement le type de saillie et le format racial. Donc c'est le modèle qui nous a permis d'étudier la prolificité dans la suite. Dans notre étude, si maintenant on fait une description de toute la population que nous avions 164 doubles saillies, 296 saillies simples, et donc tout cela a été réalisé par 157 chiennes. Donc ces 157 chiennes avaient eu 164 doubles saillies et également 296 saillies simples au cours de leur vie, soit au total 460 mises à la reproduction. Et au total, on avait 130 élevages recensés qui sont représentés sur la carte de France avec leurs codes postaux ici. En moyenne, chaque élevage déclarait à peu près 111 saillies simples et saillies doubles. Maintenant, si on regarde la part des doubles saillies dans chaque élevage, donc effectivement, les élevages, ils ont pratiqué en moyenne 1,3 doubles saillies. Et sur ce graphique, on a représenté la part des doubles saillies sur le total de toutes les saillies déclarées par élevage. Et on voit que pour la majorité des élevages, la proportion de double saillie représente moins de 10% au sein de l'élevage, donc c'est clairement pas la pratique majoritaire dans les élevages. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux races qui ont pratiqué la double saillie entre 2020 et 2023, la race dans laquelle a été pratiquée le plus la double saillie, c'est le husky de Sibérie, où on a 32 doubles saillies recensées au sein de cette race, soit à peu près 20% des doubles saillies. Ensuite, on a le cavalier King Charles qui en a pratiqué 7 et le Yorkshire 6. Donc maintenant, si on en vient à la comparaison des lices, donc des chiennes reproductrices en saillie simple et en saillie double. L'âge moyen globalement des lices en saillie simple était équivalent à l'âge moyen des lices en saillie double. Et sur ce graphique, on a représenté donc en ordonnée ici le pourcentage de mise à la reproduction. Donc quand je dis mise à la reproduction, c'est soit une saillie simple, soit une saillie double. Et en abscisse, on avait l'âge des chiennes. Et on voit en fait que pour des chiennes relativement jeunes, donc âgées de 1 à 2 ans, les mises à la reproduction majoritaires vont être en saillie simple, donc le bleu clair ici, par rapport aux saillies doubles, alors que la tendance est inversée à partir de 3 ans. Si maintenant on s'intéresse à la fréquence de mise à la reproduction, chaque lice est mise en moyenne une fois à la reproduction en saillie double, et pour les 2/3 des saillies doubles, les lices étaient multipares. On a fait de même avec les étalons, donc on disposait de 272 étalons en saillie double et de 227 étalons en saillie simple. Là aussi, l'âge moyen des étalons en saillie double et en saillie simple était équivalent. Et on a représenté le même graphique, sauf que pour comparer l'âge des étalons en saillie simple et l'âge des étalons en saillie double, on a dû faire la moyenne d'âge des 2 étalons en saillie double pour avoir un seul âge à comparer. Et sur ce graphique, on voit qu'on a exactement la même tendance. Donc pour les mises à la reproduction avec des étalons assez jeunes, donc entre 1 et 2 ans, les saillies simples vont être majoritaires et à partir de 3 ans, ça va être les saillies doubles. Si on s'intéresse maintenant à la provenance de ces étalons, ils venaient majoritairement d'élevages extérieurs, donc l'éleveur avait tendance à sortir de son élevage pour aller chercher les étalons qui étaient mis à la reproduction. Maintenant, la question qui nous intéressait le plus, c'était est-ce que les saillies doubles permettaient de déclarer plus de chiots que les saillies simples? Alors, si on compare nos deux moyennes, effectivement, les saillies doubles ont permis de déclarer 5,5 chiots en moyenne contre 5,3 pour les saillies simples. Mais grâce à notre analyse statistique, on a pu voir que cette différence n'était pas significative. Donc, notre étude possède certaines limites, puisqu'effectivement, on s'est basé sur la prolificité déclarée. Donc, on a essayé d'approximer au maximum la prolificité classique, mais on peut se douter qu'il y a quand même un certain biais. De plus, on s'est basé sur toutes les déclarations des éleveurs. On peut penser qu'on a quand même une sous-estimation de ces déclarations et des doubles saillies. Et puis, on a remarqué qu'au sein de notre base de données, on n'avait aucune double saillie improductive ou monoparentale. Quand je dis double saillie improductive, c'est une double saillie pour laquelle on n'a eu aucun chiot à la naissance. Et monoparentale, ça veut dire qu'un seul étalon a généré tous les chiots. Et au sein de toutes nos données de la SCC, on n'avait aucune double saillie donc, qui a entraîné des chiots d'un seul mâle. Donc, on s'est renseigné auprès des autres clubs canins européens.
et notamment le club canin suédois qui pratique la double saillie depuis 2018. Et chez eux, ils avaient plus de la moitié des doubles saillies qui étaient monoparentales et 34,8% des doubles saillies qui étaient improductives. Donc c'est assez curieux qu'on n'ait eu aucune double saillie improductive dans ces données-là. Donc on a forcément une sous-estimation du nombre de doubles saillies et donc un biais dans nos données. Maintenant, on a réalisé une deuxième étude qui était un questionnaire à destination des éleveurs pour se demander un petit peu pourquoi les éleveurs réalisaient la double saillie. C'est une information qu'on n'avait pas à disposition dans la première étude. Donc pour cela, on a sondé deux populations, des éleveurs qui ont déjà pratiqué la double saillie pour avoir un petit peu leur motivation, leur retour sur cette pratique. Et c'était aussi l'occasion d'élucider un petit peu la zone d'ombre qu'on avait émise plus haut. On leur a demandé combien ils avaient obtenu de chiots issus de chaque étalon dans leur double saillie pour voir si eux avaient obtenu des doubles saillies monoparentales ou improductives. Et on a également sondé donc, des éleveurs qui n'ont jamais pratiqué la double saillie pour avoir un petit peu un état des lieux de leurs connaissances. Ce questionnaire, il a été diffusé donc, via le Facebook de la Société centrale canine. Au total, on avait 780 participants, dont 649 qui n'avaient jamais réalisé la double saillie et 131 qui l'avaient déjà réalisée. Si on regarde maintenant pourquoi les éleveurs pratiquent la double saillie, pour la majorité d'entre eux, ils le font pour optimiser les chances de reproduction d'une chienne et pour 24% d'entre eux, pour préserver le potentiel génétique d'un mâle âgé. Donc en fait, ce qu'ils sous-entendent par là, c'est qu'en mettant un mâle dont ils veulent absolument conserver la descendance, mais on peut supposer qu'il est un peu moins fertile parce que peut-être plus vieux, ils vont le combiner avec un mâle un peu plus fertile pour optimiser donc la portée et s'assurer d'avoir un nombre suffisant de chiots. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour 18% aussi de toutes ces doubles saillies, c'était des doubles saillies qui étaient accidentelles. Maintenant, si on regarde un petit peu les pratiques de mise à la reproduction, donc comment les éleveurs réalisaient leur double saillie, sur ce graphique, vous avez donc la pratique réalisée avec le premier étalon et la pratique réalisée avec le deuxième étalon par ordre de décroissance. Donc en fait, la pratique qui se fait le plus, c'est la combinaison de monte naturelle pour le premier étalon, monte naturelle pour le deuxième étalon, suivi de l'insémination artificielle par semence fraîche avec les deux étalons. Il faut savoir que pour 77% des éleveurs, ils réalisent la même pratique de mise à la reproduction pour les deux étalons. Maintenant, si on leur a aussi demandé s'ils avaient un ordre de mise à la reproduction, et pour presque 70% d'entre eux, ils avaient effectivement un ordre de mise à la reproduction, et 84% d'entre eux déclaraient mettre le mâle privilégié, donc celui dont ils voulaient obtenir le plus de descendants, en premier. En s'intéressant maintenant à l'intervalle de temps entre ces deux saillies, on voit que la majorité d'entre eux vont attendre 24 heures ou plus avant de mettre le deuxième étalon à la saillie. Et ce qui était assez intéressant, c'est que 8,6% d'entre eux réalisaient un mélange des deux semences. Donc là aussi, c'était une double saillie, mais ils réalisaient juste un mélange des deux semences et inséminaient la chienne avec ce mélange. Donc pour la prolificité des saillies doubles, maintenant, on a questionné donc, les éleveurs sur combien ils avaient obtenu de chiots, et on a vu à travers ce questionnaire que 3,5% de ces saillies doubles étaient improductives selon les éleveurs, 56,1% étaient monoparentales. Donc c'est assez surprenant par rapport aux résultats qu'on avait eu plus tôt. Et effectivement, ça confirme qu'on a pu sous-estimer nos doubles saillies dans la première étude. Et on avait 40,4% des saillies qui étaient biparentales, dont les chiots étaient issus des deux étalons mis à la reproduction. Et donc, parmi ces saillies biparentales, on avait presque 20% de portée équilibrée, où il y avait autant de chiots issus du mâle 1 que du mâle 2. Et on voit en comparant notre moyenne de chiots que le mâle 2 avait tendance à générer plus de chiots au sein de la portée. On a également étudié un petit peu la prolificité en fonction des pratiques de mise à la reproduction. Donc sur ce graphique, j'ai représenté en fait la mise à la reproduction pour chaque étalon. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en bleu clair, donc on a l'étalon 2 et en bleu foncé, l'étalon 1, mais que peu importe l'étalon utilisé, la monte naturelle est la pratique de mise à la reproduction qui permet de produire le plus de chiots. Donc, par rapport aux limites et aux biais de notre étude, effectivement, on a un biais de recrutement parce que c'est un questionnaire qui a été diffusé via les réseaux sociaux. Donc, les éleveurs n'ont pas tous accès à Facebook et en plus, certaines questions ont été partiellement comprises au vu des réponses que nous avons obtenues. Mais c'est quand même un questionnaire qui nous a obtenu, on a obtenu pas mal de réponses avec un nombre non négligeable de répondants. Déjà, ça nous a permis de faire un état des lieux des pratiques de la double saillie. Et puis aussi, ça nous a permis de mieux comprendre le flou qu'on avait un petit peu sur la prolificité des saillies doubles dans la première étude. Donc maintenant, on peut voir que la prolificité des saillies doubles dans la littérature est globalement assez peu étudiée chez la chienne. On a une seule étude en 2020 qui a été rapportée. Et cette étude a montré qu'on avait une influence significative donc, de la double saillie sur la taille de la portée des chiots. Donc c'était une étude sur beaucoup moins de chiens que nous, qui était assez standardisée.
Donc on peut se demander pourquoi nous, on n'a pas obtenu de différence significative. En fait, il y a plusieurs paramètres qu'on n'a pas pris en compte dans notre première étude. Les méthodes de reproduction, tous ces paramètres-là, en fait, ce sont des paramètres qui n'ont pas été renseignés dans les déclarations des éleveurs et qu'on a pu découvrir par la suite via le questionnaire. Mais les méthodes de reproduction, le moment de mise à la reproduction par rapport à l'ovulation aussi devrait être pris en compte, l'intervalle de temps entre les mâles, l'ordre des mâles. On a également la fertilité des géniteurs. On ne savait pas s'il y avait un mâle qui était un peu moins fertile que l'autre. Et la compétition spermatique, c'est aussi un phénomène qui va intervenir dans nos résultats. C'est un phénomène qui est assez intéressant, assez peu étudié chez le chien, mais du coup, j'ai décidé de vous en parler de manière assez brève. La compétition spermatique, c'est le fait que les deux semences vont être en compétition et qu'il y a un certain mâle qui va avoir l'avantage sur un autre. Il y a quasiment pas d'études chez le chien, mais on a plusieurs études dans de nombreux taxons, notamment des études qui vont prouver l'avantage du premier mâle et d'autres études qui vont prouver un avantage pour le deuxième mâle. Donc c'est assez flou. Si on veut commencer par l'avantage du premier mâle, il y a une étude qui a montré que en fait, les spermatozoïdes formeraient des unités coopérantes donc au sein du tractus génital de la femelle, qui pourraient faire un obstacle pour les spermatozoïdes rivaux, donc en fait les spermatozoïdes du deuxième mâle qui seraient mis à la reproduction, donc ça notamment chez les arthropodes. Et chez le rat, ça a été prouvé que ces unités coopérantes favoriseraient la vitesse de nage et donc donneraient un avantage au premier mâle. Si maintenant on parle un petit peu de l'avantage du deuxième mâle, on voit qu'il y a une étude, notamment chez le drosophile, qui a montré que le deuxième mâle pouvait neutraliser les spermatozoïdes du premier mâle, procurant du coup un avantage pour ce dernier. Alors pour la chienne, on n'a pas de données, mais on peut supposer que le spermatozoïde du premier mâle arrivé dans le tractus génital va établir des liaisons avec les cellules de l'épithélial utérin de la femelle et que l'arrivée du deuxième mâle peut éventuellement perturber ces lésions-là et ces processus physiologiques et donc entraîner un avantage pour le deuxième mâle. Tous ces mécanismes-là, bien sûr, ça prend en compte le fait qu'on insémine de manière différée, c'est-à-dire qu'on met un mâle en premier puis un deuxième mâle après. Mais si jamais on insémine, comme je vous ai dit, en même temps, c'est-à-dire qu'on fait un mélange des deux semences, il y a encore un mécanisme qui entre en jeu, c'est la sélection post-copulatoire. Et notamment dans certains articles, ils appellent ça le choix cryptique de la femelle, c'est-à-dire que certains spermatozoïdes seraient choisis en fonction de leurs caractéristiques dans le tractus génital de la femelle qui agirait un petit peu comme une barrière de sélection en fonction de certaines protéines qu'ils vont avoir à leur surface. Donc c'est un mécanisme assez complexe qui pourrait expliquer tous nos résultats. En conclusion, on n'a pas de vrai effet de la double saillie sur la prolificité déclarée. On a vu pourtant que la motivation principale des éleveurs, c'était d'optimiser la taille de la portée, mais on n'a pas réussi à prouver ceci via notre étude. Et on a globalement des résultats qui sont assez hétérogènes de la double saillie. Via notre questionnaire, on a vu qu'une double saillie sur deux, globalement, est monoparentale et n'entraîne pas des chiots issus des deux étalons. Et le deuxième étalon semblait plus prolifique. Mais c'est quand même la première étude en France sur la double saillie. Donc pour nous, ça paraissait aussi important de faire part aux éleveurs des pratiques actuelles qui sont réalisées donc, depuis 3 ans. C'est pour ça qu'on a publié un article au sein du LOF sur la double saillie en France. Et c'est un processus qui est assez intéressant, notamment dans les races à faibles effectifs. En fait, ce processus-là a été montré dans différents taxons, où on a montré en fait que la double saillie pouvait générer et favoriser une hétérozygosie plus importante et diversifier le pool génétique. Ça n'a jamais été montré chez le chien, mais la double saillie pourrait être intéressante justement dans les races à faibles effectifs où les reproducteurs sont utilisés de manière répétée et effectivement le pool génétique a tendance à être réduit. Donc là, je vous ai mis notamment 2 chiens dont l'effectif est assez faible dans le monde, où ce serait intéressant justement d'utiliser cette pratique. Voilà. Merci pour votre attention.